Donc, pour la suite de ce webinaire, j'ai le grand plaisir de- d'avoir Cyril Marchiol, le CEO de Tsume et le fondateur de Tsume, qui nous rejoint et qui va faire un keynote speech. Bonjour Cyril, comment vas-tu? Vous m'entendez? Oui, très bien, Top. merci. Merci à toi. Merci de nous rejoindre, merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire. J'étais super en Euh, avance en plus. J'avais tout prévu. Nickel. Voilà, bah je te passe la parole et comme ça tu pourras peut-être Je vais me faire euh, épauler par mon assistante parce que j'ai pas tout compris au niveau de. J'ai pas pu préparer. Elle est avec moi donc elle va m'aider pour mettre les PDF et tout. Mais ouais. pas de Ok. souci. Bah, il y a deux options, ou bien de partager l'écran, ou bien de télécharger un PDF pour montrer à l'écran aussi. Euh, voilà. Mais je te PDF. laisse la parole, donc je te laisse commencer. Bah, tu as peut-être pour introduction, tu as commencé ton activité au Luxembourg il y a 14 ou 15 ans, et tu as un petit peu suivi, on va dire, ta passion en mettant en place une société où maintenant tu crées de plus en plus de produits, voire même une ligne mode ou fashion, tes propres produits aussi. Ouais, tout à fait. Et ce serait intéressant, voilà, d'entendre un petit peu tes propos. Euh, J'ai fait une espèce de grosse présentation autour de ce que j'ai mis en œuvre. Et de toute façon, je pense qu'il y aura pas mal de questions, surtout à la fin. Donc, je vais essayer de me tourner autour de ça. Donc, Tsume, c'est une société que j'ai créée en 2010. Il faut savoir que moi j'ai un parcours un petit peu particulier puisque je me suis fait tout seul, on va dire. J'ai commencé dans un truc qui a strictement rien à voir puisque j'étais en BEP, CAP électrotechnique. Je suis resté dans l'électronique, l'électricité, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut absolument que je change parce que je suis pas fait pour ça. J'étais passionné de japanimation, j'étais passionné de tout ce qui était animé japonais, jeux vidéo, etc. Et j'ai réussi via un BTS en action commerciale à repartir vers de la vente et j'étais dans un magasin de jeux vidéo à l'époque et je me suis dit voilà là je suis à l'aise mais je peux faire mieux, je peux faire plus et je crois que je suis capable de progresser et d'aller plus loin et j'ai eu l'immense joie d'avoir un patron à l'époque qui m'a empêché d'avancer. Du coup j'ai dû me lancer moi-même dans l'aventure, ce qui a fait que j'ai lancé un premier projet en France qui s'appelait KMI où en fait je partais moi-même au Japon. J'allais dans des machines à conteneurs acheter en fait des produits, des produits dérivés japonais inconnus. Je remplissais mes conteneurs, je me les envoyais en Europe et je refaisais le dispatch sur toute la France. Et j'ai créé la boutique eBay à l'époque en 2006, ça a bien marché. Je me suis dit, wow, c'est incroyable, il y a trop de trucs à faire. Et rapidement, euh, je me suis dit, il y a plus de choses à faire que ça en fait. Comment je fais pour switcher? J'essaie de changer la page, je suis désolé. Does that work? c'est lundi matin, le système il est peut-être encore pas très réveillé. J'ai eu Je vais encore le même essayer. aspect de mon. Ah, peut-être là. Ok. Donc juste pour expliquer un petit peu le parcours, la première chose qu'on se dit quand on est entrepreneur, quand on veut devenir entrepreneur, c'est pourquoi pas moi en fait? Pourquoi je pourrais pas y arriver? Et donc du coup, je pars de rien. Et je me dis, il faut absolument que je fasse quelque chose de ma vie, j'ai envie de lancer un truc. Et en fait, ce discours-là, il va vraiment être autour de euh, comment se construire ce que moi j'ai traversé et comme ma société maintenant a 10 ans, toutes les phases par lesquelles je suis passé pour en finir avec où on en est aujourd'hui avec ce problème de coronavirus et comment faire face. Euh, donc retour aux études pour moi, puisque au final je fais le BTS en alternance, mais je vois qu'il manque certaines compétences liées notamment au contrôle qualité, etc. Je retourne dans l'entreprise familiale, je me rends compte que je suis pas à l'aise, et là je prends conscience que je dois lancer ma société. Au bout de 4 ans
j'arrive à devenir entre guillemets unique dans mon milieu, puisque je vais au Japon taquer à la porte des Japonais et dire voilà, je voudrais être représentant de votre marque, une marque à l'époque de résine, donc fabrication de statuettes en résine déjà à l'époque. Et là, j'apprends toutes les bases de distribution, de réflexion tout autour d'une marque. Et une nouvelle fois, je me dis bah, pourquoi pas moi? Pourquoi je pourrais pas faire moi-même ma propre marque en fait? Ça paraît fou. Je pense que quand on est jeune, moi j'avais 25 ans à l'époque, je me dis c'est complètement dingue, mais j'ai envie de le faire, j'ai envie de tenter le coup. Je quitte cette société en tant qu'agent et je lance ma boîte du coup à Luxembourg. Sauf que plein de problèmes, plein de soucis. Euh, cette situation, en fait, elle m'a été quelque part, elle a été provoquée parce que je tombe dans quelque chose de très complexe à solutionner. Je me retrouve avec plein de stocks sur les bras avec ma société française. Je me dis qu'est-ce que je dois faire et donc je tombe clairement. Donc situation critique, c'est un carnage. Je perds tout. J'ai 100 000 euros à rembourser à l'époque, c'est énorme. Et je me dis, bah, il faut que je remonte un projet. Et c'est là où tout commence pour moi et que ça commence à Luxembourg. Puisque je me dis, je prends un tableau blanc, je le coupe en deux et je dis qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour pas reproduire les mêmes erreurs? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour être meilleur? Et en fait, au fur et à mesure que je note les bons côtés, les mauvais côtés, je suis en face de mon projet. Je vois en fait les solutions à tous les projets que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je me dis, et je dois monter cette boîte comme ça, de cette manière-là. Et je me dis, par contre, je vais être papa, ça va être compliqué. Donc il faut absolument que je trouve des partenaires dès le départ pour pouvoir m'en sortir financièrement. Parce que c'est pas possible de lancer un projet et de se dire je sais pas comment je vais être payé, je sais pas comment je vais mettre en œuvre. Donc déjà, dès le début du projet, je me dis je dois convaincre. Il faut que mon projet il arrive à convaincre dès le départ pour que j'ai une assise financière qui me permette de vivre et de m'en sortir, sachant qu'à ce moment-là, j'ai 100 000 euros de dettes. Donc je dois réussir à amortir ces dettes en même temps. Donc c'est compliqué, mais quelque part, je me dis là, en tout cas, je tente le tout pour le tout. Si j'y arrive pas, c'est que vraiment ça marchera pas. Et donc, du coup, voir loin, très loin, parce que je voulais pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, je me suis dit, je vais faire un plan. Et je vais faire un plan hyper ambitieux sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Ça paraît fou, encore une fois, mais au final, je suis pas si loin de mon plan sur 10 ans. Je dis pas que j'ai exactement le même plan, ça a énormément changé, mais dans l'idée et dans ce que je veux mettre en place, c'est plus ou moins ce que je voulais. Donc j'ai réussi à garder plus ou moins une ligne de tout ce que je voulais mettre en œuvre. Donc une fois qu'on commence à fonctionner, parce que ça a bien marché, moi j'ai été chercher des licences. J'étais le premier à lancer ce genre de produit, donc des statues haut de gamme en résine, en édition limitée. Je vais vous montrer, j'en ai une toute petite là, bon, c'est pas représentatif, mais je fais des statues extrêmement qualité issues de licences japonaises comme Naruto, One Piece, les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Z. Donc on a les licences officielles et on vend dans le monde entier. On commence avec 200, 300 exemplaires. On essaye de faire nos preuves devant les gens parce que je suis obligé de prendre la parole comme je le fais là sur Facebook en expliquant aux gens il faut y croire. Donc vente en précommande, j'ai un peu créé ce truc-là, ça n'existait pas à l'époque. Si vous le précommandez maintenant, vous l'avez dans un an et demi. Et voilà, on lance quelque chose de nouveau et j'ai réussi à fédérer des gens autour de moi pour lancer la marque. Ça marche. 1 an, 2 ans, 3 ans, les produits ils arrivent. Donc évidemment, je vais en Chine pour produire. Donc j'ai mon équipe ici au Luxembourg pour la créativité. J'ai une équipe en Chine pour réussir à reproduire ce que je mets en œuvre. Et ça prend, ça prend, ça prend. Et on passe à 7, 8 personnes, 10 personnes, 12 personnes, etc. Au bout de 3 ans, on est toujours tout seul. Mais ça commence à attirer des gens parce qu'on voit qu'il y a de l'argent, on voit qu'il y a du succès. On passe de 300 exemplaires à 500, à 800, à 1000. Donc on commence à acheter des choses et donc du coup là, on rentre dans des vrais challenges parce qu'au début, entre guillemets, c'est un business passion et très rapidement, ça devient un business tout court. C'est comme dans tous les trucs, hein, on a beau être passionné, je veux dire, les gens qui vendent des vélos, les gens qui dans tout ce qu'on aime, il y a une grosse phase très compliquée. Et donc du coup, je me retrouve face au personnel à former, à manager, à motiver. Chose qui est nouvelle pour moi, hein, parce que bon, gérer une équipe quand même de 8-10 personnes, c'est compliqué au début. Il y a les process à améliorer aussi qui sont au début quand on est un plus ou moins amateur, on se rend pas compte qu'on peut gagner énormément de temps et d'argent sur beaucoup de choses. Et il y a tous les fonds à trouver pour réussir le plan, parce que le plan il devient colossal. On passe à l'époque, je pense qu'on était à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ce qui était colossal, mais on voulait monter à 3. Donc bah évidemment, 3, on ne les fait pas tout seul, il fallait aller chercher les fonds. Donc on a eu du bol, on a été épaulé par pas mal de gens, surtout ici au Luxembourg. Hein. Les mutualités nous ont beaucoup aidés. On n'a pas à se plaindre. Les banques ont réussi à se positionner. Bah, voilà, on a réussi à écrire une belle histoire. Et enfin, pour nous, le point le plus compliqué, c'est de gérer les cultures et qui va devenir un problème pour tout le monde.
je pense. C'est ça que c'est un point sur lequel j'aimerais parler un petit peu. C'est aujourd'hui, on est dans une phase où n'importe quelle entreprise doit réussir à penser comme son voisin, mais surtout comme le pays qui est à l'autre bout du monde. On doit comprendre en fait les mentalités qui sont à l'autre bout du monde pour pouvoir anticiper les problématiques. D'autant plus avec le Covid, comme il peut y avoir aujourd'hui. Nous, par exemple, on a aujourd'hui une zone de travail qui est le monde. On peut vendre et distribuer dans le monde, mais avec le Covid, on doit être à l'affût permanent, journalier, de savoir où est-ce que le Covid il ouvre, qu'est-ce qui est facile à livrer, qu'est-ce qui est, quel pays est le plus impacté, le moins impacté. On doit faire plein de calculs autour de ça. Et je pense que la compréhension aujourd'hui des différentes cultures, des différents pays, d'un point de vue purement politique, comme de réflexion, de façon de collectionner pour nous, par exemple, c'est hyper important. Donc il y a énormément de recherches aujourd'hui à faire pour ne pas stagner sur un territoire, mais essayer de s'ouvrir l'esprit en se disant je dois faire des recherches pour aller voir quel type de marché je peux toucher. C'est hyper important de se remettre en question, de se dire qu'est-ce que je peux apporter à ces cultures, qu'est-ce que je peux faire pour coller, qu'est-ce que je peux faire pour trouver le meilleur système pour que tout le monde puisse être impacté par mes services et par mon produit. Ensuite, après le succès, arrive une chose, c'est se réinventer sans cesse. C'est hyper bien d'avoir un truc qu'on maîtrise, mais en réalité, quand on est dans la haute qualité comme nous, il faut sans cesse faire mieux, il faut sans cesse innover, il faut sans cesse se remettre en question. De toute façon, c'est valable pour tout le monde. Donc le succès, il attire la concurrence et surtout les outsiders. Donc il faut trouver une réponse de leader, et la réponse de leader, c'est imposer une vision qui est basée sur ce qu'on a construit, mais surtout sur ce qu'on est profondément. Il ne faut pas essayer de copier les gens. Il faut essayer de s'imposer avec ce qu'on est et ce qu'on a appris durant toute sa vie. Ça, c'est le meilleur conseil que moi je peux donner par rapport à mon ressenti. C'est qu'il y a plein de gens qui essayent de se dire qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui? C'est la merde dans mon métier. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Il ne faut pas aller regarder ce que les autres font. Il faut s'en inspirer, mais il faut se dire qu'est-ce que je peux prendre pour moi en fait le faire à ma sauce pour essayer de changer les choses et d'innover dans la créativité, dans la technologie, peu importe, mais il faut essayer de trouver quelque chose qui vous corresponde. N'essayez jamais de faire un truc qui vous correspond pas, parce que là, vous avez le droit dans le mur. Si vous-même, au plus profond, vous y croyez pas, ou que c'est que financier, pour moi, ça marchera pas. Parce qu'il y a un moment donné où ça va tomber, vous n'aurez pas la force d'y croire suffisamment pour continuer, en fait. Et ça, c'est un vrai, pour moi, en tout cas, ma motivation, c'est ma passion, c'est à quel point j'aime mon travail, à quel point j'aime avancer. Si je perds ce truc-là, c'est comme si je perdais la vraie raison, entre guillemets, de travailler, en fait. Et je pense on a tous, en fait, une part de ça en nous. Et je pense que si ce qu'on veut transmettre ou ce qu'on veut mettre en œuvre, on doute ou que ça ne nous appartient pas réellement, on sera forcément moins efficace. Donc, se réinventer sans cesse, c'est aussi le retour d'expérience. Parce que bon, on a des outsiders, je pense, je parle là un peu à tout le monde, mais il y a un moment donné où quand vous allez être face à des gens, si vous créez un marché ou que vous êtes leader en ce moment, bah, vous allez être face à cette problématique et il faut réussir à trouver le meilleur moyen avec l'expérience. Et là, ça passe par plein de choses. Hein. Ça va passer par les statistiques, les sondages, la remise en question de vos équipes, leur expérience, intégrer votre équipe dans les remises en question. Tout ça, c'est hyper important pour pouvoir être méga efficace et switcher sur des années de pérennité. Parce que si vous faites le mauvais choix et que vous croyez que vous êtes leader, vous êtes tranquille, parce que c'est ce que je vois ces derniers temps, hein, on a bien vu, hop, le Covid il arrive, bam, leader, plus rien du tout. Stop, il n'y a plus de leader, on recommence à zéro. Donc si vous n'êtes pas dans cette logique de je me remets en question de dingue pour avancer, on est mort. Donc il faut absolument trouver un moyen d'utiliser l'expérience qu'on a, les forces qu'on a pour se développer. Et finalement, le point fort qu'on a quand on est leader, c'est la confiance entre les équipes et les partenaires qu'on a développés sur les années. Ça reste quand même quelque chose de super solide, ça a une vraie valeur. Donc, il faut vraiment l'utiliser. Donc, du coup, nous, pour nous différencier, on a créé une nouvelle gamme qui, par exemple, sur les 10 années, et avec le Covid, parce que malheureusement, nous, on est un train en route. On s'arrête jamais, c'est horrible. Depuis le début de Tsume, on a commencé, on s'est jamais arrêté. Jamais, jamais. On n'a jamais eu le temps, l'énergie, parce que c'est devenu un bulldozer en fait, et on s'est même pas rendu compte nous-mêmes de l'impact que pouvait avoir cette société. Et là, le Covid, pour nous en tout cas, a été une force parce qu'on a dû s'arrêter. On a dû s'arrêter, on a été forcé de s'arrêter. Et du coup, j'ai pu faire ce que j'ai toujours voulu faire en fait. C'est-à-dire me poser réellement et me dire, mais en fait,
qu'est-ce que j'ai appris sur ces 10 années et qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour être meilleur. Et en fait, il y a trop de trucs à faire. Il y a énormément de choses à faire. En prenant en considération tout ce qui s'est passé et tous ces éléments de Covid, ben en fait, il y a 1000 façons de s'en sortir. Il y a 1000 façons d'être créatif, il y a 1000 façons d'être dans l'innovation pour essayer de sortir du lot et de se dire, mais en fait, c'est une super opportunité pour montrer qui on est, pour essayer de trouver des solutions pour les gens, pour apporter quelque chose de positif. Il y a plein de trucs à mettre en œuvre. Et je pense que la clé, en tout cas la mienne, celle qui me correspond à moi, c'est la créativité. Si j'ai un truc à partager avec vous, c'est que il y a toujours une solution quand on est créatif. Tout le temps, sans cesse. Il faut jamais avoir peur d'apprendre. Il faut jamais avoir peur de se dire, je suis capable de faire quelque chose d'autre, de l'adapter à ma vision, de l'adapter à mon business model et de grandir avec et de faire grandir les gens autour de moi. Il faut jamais arrêter d'évoluer parce qu'aujourd'hui, on est dans un cadre de mondialisation. Et la mondialisation, c'est quoi? C'est des gens à l'autre bout du monde qui sont payés un tiers de ce que vous êtes payé, qui ont la hargne, qui ont envie de se battre, qui apprennent les langues, qui se défoncent et qui vont aller toucher les marchés de tout le monde. Donc, c'est quoi le seul moyen? Si c'est de copier les autres, c'est quoi le seul moyen? C'est celui-là? Non, je crois pas. Il faut rester créatif. Il faut rester à l'affût, se remettre en question. Rester dans un marché, dans un secteur et ne pas évoluer, ne pas se remettre en question, ne pas trouver la clé, c'est perdre. Dans 4, 5, 10 ans, ça va être très compliqué. Donc, je suis désolé pour le discours qui est très dur, mais moi, je travaille beaucoup en Chine, je travaille beaucoup avec l'Asie en général, et je sais qu'ils sont en train de se battre pour arriver et détenir la clé partout. Donc, on a tous un rôle, nous, en tant que leader, en tant que manager, en tant qu'employé, de se défoncer, de se battre et d'aller trouver la clé. Et on doit donner ces clés à nos employés, nous, en tant que leader, pour se réinventer, pour donner l'opportunité aux gens de s'épanouir et de trouver en fait la clé. On a tous un rôle fort là-dedans. Donc voilà, le message que j'ai à donner, il est autour de ça. Et je pense avoir fait plus ou moins le tour, moi, de mon côté. J'aimerais bien éventuellement répondre à des questions si vous avez des questions autour de mon business ou de mon parcours. Beaucoup, Cyril, pour cette Avec présentation et pour plaisir. ces explications. Je vais vite regarder la catégorie des questions. En attendant, on a encore lancé, par rapport à ta présentation, quelques questions dans le sondage. Ce qui m'intéresse un petit peu pour ma part, donc pour peut-être poser une première question, c'est, je pense que c'est clair que la situation avec Covid-19, ça a impacté tout le monde dans n'importe quel secteur. Mais comment est-ce que toi, tu l'as vécu? Parce qu'il y avait certainement, pour tout le monde, il y avait des hauts et des bas, mais pour toi, c'est parce que là, c'est vraiment, on a sa propre société, c'est son existence qui est mise en question. Comment tu l'as ressenti? Alors, complètement, c'est hyper intéressant. C'est une longue histoire. Mais en gros, l'année dernière, pour moi, c'est la catastrophe. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre terme, parce que comme je produis en Chine, j'ai le Covid en Chine, étape 1. Et derrière, j'ai le Covid qui arrive chez nous. Donc en fait, moi, vraiment, dans mon opérationnel, dans mes finances, j'ai 2 fois le Covid. Et au moment où le Covid arrive, moi, je suis en pleine phase d'évolution. C'est-à-dire qu'on venait de trouver des fonds, beaucoup de fonds, et on avait un accord énorme, mais qui est immédiatement remis en question. Parce que on devient, entre guillemets, dans une situation critique. Donc les prêts, les offres que j'ai réussi à obtenir pour me développer sont complètement remises en question. Il faut repasser par un circuit neuf, entre guillemets, de propositions pour la crise. Et là, c'est très difficile parce que je me retrouve avec un double Covid, avec les fonds manquants pour le développement. Donc c'est une catastrophe. Honnêtement, l'année dernière, elle a été extrêmement difficile et il a fallu se battre comme jamais, en tout cas pour moi, juste pour continuer d'exister en fait. Parce que y a eu de la peur de partout, ça a généré beaucoup de peur. Et la peur, c'est jamais bon, parce que ça remet tout en question. Il a fallu filer des statistiques, il a fallu tout remettre en œuvre. Moi, j'ai mis 6 mois à obtenir des aides, même si honnêtement, j'ai pas à me plaindre parce que je trouve que le pays a fait quand même pas mal de choses. Il y a eu des garanties qui ont été mises en place. Elles sont pas toutes efficaces, hein. Il y a des garanties qui n'ont aucun sens. Je vais pas mentir. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en œuvre et qui ont aidé. Faut vraiment pas cracher dans la soupe, hein. Je veux dire, même les mutualités, nous, elles nous ont vraiment beaucoup aidé. On a été suivis. On a été suivis. Je sais pas si les plus petites sociétés, elles ont eu autant de suivi parce que
Nous, on a un historique, on les connaît quand même bien et je pense que ça nous a quand même beaucoup aidé. Mais ça a quand même été une bataille. Hein. C'est une bataille parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase qui est complexe et en effet, le Covid est très, très, très dur à gérer. Mais il y a toujours, je pense qu'il y a plusieurs phases. Il y a 3 phases. La première, c'est tu te prends la claque dans la gueule et il y a ton château, en fait, il retombe. Ton château de cartes, il se casse la gueule, il faut tout reconstruire. Donc déjà, il y a cette problématique, c'est prendre la nouvelle. La deuxième, c'est euh, qu'est-ce qui se passe en fait, parce qu'on ne sait pas. Donc on ne sait pas avancer. Et ça, c'est le pire. C'est vers où on se tourne, comment ça va se passer dans les prochains mois, comment on peut mettre ça comment on peut se projeter en fait. On peut pas se projeter. Est-ce qu'on va avoir des aides, est-ce qu'on va pas en avoir, est-ce que ça va reprendre. C'est hyper dur. Le rôle d'un boss, c'est de prendre des décisions. Mais tu prends des décisions sur quoi? Sur des éléments clés, pas sur je pense que, tu vois. Et ça, c'est une vraie contrainte, je pense, pour tout le monde. La vraie contrainte a été de qu'est-ce que je dois faire. Et du coup, une fois qu'on a eu les éléments, il fallait en même temps rester à l'affût, essayer d'obtenir des aides, mais en même temps rester à l'affût et comprendre comment le marché allait se tourner pour pouvoir prendre des décisions. Et là, en fait, le laps de temps, il devient super court. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, moi, pour ma part, je me suis projeté sur une dizaine de projections différentes en me disant, s'il se passe A, s'il se passe B, s'il se passe C, s'il se passe D, et j'avais déjà tout préparé avec le directeur financier, avec l'opérationnel, on a tout regardé ensemble et on s'est dit, voilà, il y a plein, plein, plein de solutions et il faut qu'on soit prêt au cas où ça arrive, en fait. Et une fois que tu as ces plans déjà dans ta tête, ça devient plus que du combat pour obtenir les fonds. Donc déjà, tu sais que tu dois te focaliser là-dessus. Tu deviens un peu fou parce qu'il te reste plus que ça à faire en fait. Ça, c'est le problème. C'est que tu deviens un peu dingue. Si tu te dis sans ces fonds, ça va devenir vraiment, vraiment compliqué. Donc il me reste ça. Ça, c'est ma priorité absolue. Et là derrière, une fois qu'il y a les fonds qui tombent, après un long moment malheureusement, il faut switcher, adapter le business plan et se redévelopper. Mais en attendant, on a eu énormément de temps pour peaufiner en fait le plan sur les prochaines années. Donc quelque part, si on trouve la solution des fonds, pour mon cas à moi, je pense qu'on revient même plus fort en fait. Parce qu'on a le temps de préparer un plan qui est béton en fait. Et nous, on a créé une nouvelle gamme grâce à ça. Un truc qui était ultra attendu et qui a cartonné. On a vendu 13 000 statuts le mois dernier en précommande à 300 et quelques euros. On a généré 4 millions de commandes en un mois. Juste pour donner une idée, quoi. C'est colossal. C'est colossal. Donc il y a des choses à faire. Mais après, voilà, c'est très compliqué. Moi, j'ai un business qui me permet aussi de switcher grâce au fait que je vends partout dans le monde. Donc, je peux très bien dire, il y a un pays qui est fermé, je vais vendre ailleurs, je prends une licence qui est plus forte à un pays, etc. Il y a toujours des choses à faire. Après, ça se construit. Ça dépend de votre business, quoi. Mais compliqué le Covid pour tout le monde, je pense. Et après, il faut trouver la faille. Il faut trouver la faille qui va permettre de rentrer, de dire, ça y est, là, j'ai le bon truc, j'ai le bon business modèle pour avancer, et il faut que j'aille dans ce sens-là. Compliqué. Mais si on y arrive, c'est cool. Ouais, je pense que c'est un bel exemple parce qu'en pendant la crise, on parle beaucoup de résilience. Et pour ma part, moi, je pense que les 12 sous-secteurs, on va dire, qui englobent les industries créatives et culturelles, ils font vraiment preuve de résilience. Et ce témoignage aussi rejoint ça. Après, je pense, mais tu pourras nous le confirmer, pour toi, tu n'avais pas le choix. C'était pas de dire, OK, on va tout laisser tomber. Donc, il y avait j'ai entendu un mot récemment qui me plaît beaucoup, c'est un mot anglais qui dit creative confidence. Donc, et c'est pour ça on parle d'entreprendre avec passion et de créer avec passion. Donc, c'est vraiment grâce à cette passion, on ne voit pas la chance ou on ne voit pas que ça puisse pas marcher, quoi. Donc, il faut trouver une solution. Tu l'as expliqué avec ces 10 projections Ouais. différentes. Donc, pour toi, il fallait gagner, quoi. Créativité, tu trouves toujours un truc. Il y a toujours une faille, il y a toujours un truc à trouver. J'en suis certain. Moi, depuis le début, en fait, quand on trouve pas, c'est pour mon cas perso, c'est que j'ai pas l'esprit créatif ou que je suis trop fatigué pour trouver une bonne idée. Mais la chance que je pense avoir justement, c'est qu'avec la créativité et pas que dans les produits, pas que dans l'artistique, parce que c'est souvent ce qu'on se dit en fait. On peut être créatif d'un point de vue business, créatif dans un point de vue du business, pour moi, par exemple, ça a été de lancer la précommande. La précommande, chez nous, ça n'existait pas dans ce milieu-là. Mais créer la préco où les gens ils préfinancent un produit avec du paiement plusieurs fois échelonné, y a moyen d'impacter les gens. On a créé un Tsume Fan Day, donc c'est un événement au Luxembourg où on a fait venir 1000 personnes pour voir nos produits en avance. Les gens, avec un QR code, ils pouvaient en fait acheter sur place.
Enfin, il y a plein de trucs en fait pour être créatif. On ouvre les Tsume Store, on en a ouvert à Paris, Barcelone, là on ouvre en Chine, on ouvre partout. Il y a plein de trucs à faire pour être créatif et se démarquer en fait. Et c'est ça en fait les créatifs ne doivent pas juste prendre leur pinceau et peindre. Aujourd'hui, les créatifs, ils ont un autre rôle. Ils ont un rôle, c'est de venir dans des business et de dire, hey, moi j'ai une idée de dingue pour développer en fait ton idée. Parce qu'on peut mixer en fait ce truc-là. Et c'est ça, mon message aujourd'hui, il est aussi ça. Nous, les créatifs, on a aussi ce rôle-là. C'est pas qu'un rôle purement design. Tu vois ce que je veux dire? On peut avoir des idées que personne d'autre n'a parce qu'on est créatif. On est artiste. On a une autre vision. Je vois dans le cinéma, ils ont une vision. Ils font les choses d'une certaine manière. S'ils amenaient ce savoir-faire dans des business, ce serait fou. Nous, on a un peu la même manière de travailler, en réalité. Et en fait, je pense il y a plein de choses à mettre en œuvre, à mettre en place pour optimiser à tous les niveaux et même dans le process. En réalité, les créatifs, ils ont des mots à dire, ils ont des choses incroyables à faire. Super. Enfin, merci beaucoup, Cyril. Merci de nous avoir rejoints et merci pour cette belle présentation et d'avoir Avec plaisir. répondu aux questions. Je vais juste voir si peut-être je devais donner une dernière chance, si quelqu'un veut encore poser une question. Est-ce que je pourrais en Oui, poser une? Bien sûr. oui. Oui. Allez, Donc, allez-y, monsieur. vous parlez de créativité, donc vous avez parfaitement raison. Vous avez aussi parlé souvent de fonds, donc il faut des fonds. Qu'est-ce qui est convaincant pour un banquier? Parce que souvent à la chambre, on entend tout et son contraire. Parfois, il y a des gens qui disent ben, les banquiers sont très avec nous. Parfois, d'autres disent ben, les banquiers, c'est très compliqué. Mhm. Si on est un peu quand même dans l'incertitude et on a différentes projections, différentes sortes de plans, qu'est-ce qu'on fait tout en étant créatif pour convaincre le banquier? Ou est-ce que c'est la créativité en temps compliqué qui font la différence? Alors, c'est une bonne question. Je dirais que le rôle d'un banquier, c'est de ne pas avoir la créativité. Et c'est un très bon rôle. Parce que si on l'est trop, quelque part, ça ne fonctionne pas. Lui, le banquier, son rôle, c'est d'être carré et de voir à quel point un business plan peut fonctionner. Maintenant, ça apporte des réponses parfois, et parfois, euh, c'est difficile pour la compréhension. Parce que on est souvent dans des univers qui sont, pour ma part en tout cas, qui sont très 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 loin du milieu financier. Donc c'est très difficile de se faire entendre, de faire comprendre en fait le business model et l'impact que peuvent avoir certaines choses. Aujourd'hui, on est dans une génération de médias, on est dans une génération où YouTube, Facebook, Instagram, etc., tous les réseaux sociaux, ils ont un impact, ils ont une influence extrêmement forte. Et il y a plein de choses qui sont aujourd'hui dans le secteur bancaire très sous-estimées, qui n'ont pas de vraie valeur. Ça, c'est le défaut que je donnerais. C'est-à-dire qu'ils vont être très sur une relation purement chiffre. Ils vont pas forcément se rendre compte de l'impact que peuvent générer certaines choses, les changements majeurs qui peuvent être générés par des choix et des décisions. Vers où ça peut amener, en fait. C'est un peu ça la problématique. Maintenant, j'ai envie de dire que le rôle des entrepreneurs, c'est de construire une histoire qui permette de faire comprendre aux banquiers euh, ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent mettre en œuvre et de ramener des preuves au fur et à mesure. Avec les banquiers, il faut être très 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 patient en fait. Il faut vraiment prendre le temps, construire une histoire, leur prouver en fait que ce qu'on dit c'est possible et réalisable. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui clairement les banquiers le problème c'est qu'ils ne prendront pas de risque, zéro risque. C'est pas leur rôle et clairement ils n'en prendront pas. Ils feront tout pour esquiver le moindre risque. Et je pense qu'aujourd'hui ça limite beaucoup de choses, clairement. Ça limite beaucoup de choses, mais ça protège aussi certains entrepreneurs, je pense, qui veulent aller trop vite. Donc, à vous de définir quel est le juste milieu. Mais c'est très compliqué. Donc, on est soit de face à des banquiers, entre guillemets, qui sont difficiles à convaincre, soit de face à des fonds qui veulent vous manger si vous voulez vous développer. C'est très difficile aujourd'hui pour un entrepreneur, je trouve, le juste milieu. Et ce serait bien, je pense, qu'il y ait un suivi, peut-être que le gouvernement puisse faire un suivi des sociétés, peut-être plus profond, sur un certain nombre de sociétés qui seraient, entre guillemets, qui auraient un fort potentiel, pour pouvoir accorder sur ces potentiels-là, par exemple, des garanties spéciales, en fait, en disant, voilà, on suit, ces entreprises-là méritent d'être suivies parce que on pense qu'il y a un potentiel qui peut être fort sur cette société. Et ça, je pense que ce serait vraiment quelque chose de super intéressant parce que il y a vraiment des gens ici qui méritent d'être suivis et qui méritent
d'avoir de l'implication au-delà d'un simple business plan, etc. Je pense qu'il y a des gens qui méritent, qui ont le cœur, qui mettent du cœur à l'ouvrage, qui vont chercher des gens qui se battent pour le pays, qui se battent vraiment pour les gens autour d'eux. Et je pense que ça mériterait la peine, à mon avis, d'aller plus loin. Voilà. Ça, c'est mon feeling perso. Merci Cyril. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, du coup? Non, je ne renvoie plus ici. Top. Merci à toi. Merci à vous tous. Et